Salut tout le monde, c'est Eric Legloire du podcast The Sales Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et je suis super content parce qu'on est avec Sofiane Delapina, directeur commercial de PopChef. Tu vas bien, Sofiane? Ouais, salut Elric, ça va et toi? Ouais, ça va. Et je voulais te dire merci d'être avec nous sur le podcast, Sofiane. Donc, rapidement, Sofiane, bah, donc, actuellement, il est directeur commercial de chez PopChef depuis 2018. Avant ça, il était chez Hoist. Il a fait deux jobs là-bas. Il était Performance Sales Manager et Head of Inside Sales et, durant un an et demi. Et avant ça, il était chez Click Rendez-vous. Il était Senior Business Developer pendant un an. Bon, Sofiane, pour commencer, j'ai une petite question pour toi. Donc, c'est quel est l'achat de 100 euros ou moins qui a le plus impacté ton équipe dans les ventes les 6 derniers mois ou récemment? Très bonne question. Du coup, on a fait un challenge avec l'équipe Sales que j'ai divisé en deux équipes et celui qui gagnait ce challenge-là euh, avait le droit à participer à un escape game qu'on a fait dans Paris. Ok. Euh, voilà, j'aime bien faire ça parce qu'en fait, ça noue vraiment les équipes, tant sur la compétition, parce que quand t'es un sales, c'est plutôt euh, dans la compétition un peu par rapport aux autres, mais c'est aussi un travail d'équipe parce que c'est eux qui te tirent vers le haut. Ok. Euh, et l'escape game, ça répond vraiment, je trouve, à notre métier. Euh, Deux choses, il y a la compétition, toujours individuel, tu as toujours envie de trouver un peu plus que les autres, mais tu as besoin du reste de l'équipe pour pouvoir t'en sortir et t'échapper de cette salle. Et donc, ça fédère en même temps les équipes, c'est hyper cool. Et du coup, j'ai une question sur ça. Du coup, chacun se répartit les tâches, un peu comme dans une équipe de vente. Exactement. Et naturellement, bah, le leader reste le leader généralement dans le jeu, mais on peut voir aussi quelquefois de bonnes surprises, un nouveau leader qui naît et qui va prendre un peu le lead sur l'équipe en leur disant OK, moi je cherche ici, toi va là, et c'est plutôt intéressant et vraiment en plus ça les soude. Et du coup, toi, tu as participé à l'activité aussi? Oui, bien sûr. D'accord. Dès qu'il y a un cadeau, j'y suis direct. Ok. Et du coup, bah, j'imagine que c'est bien passé. Et tu as senti une différence au sein de ton équipe après avoir fait cette activité? Oui, sur pas mal de points, en fait. Les cartes, elles n'étaient pas forcément redistribuées, peut-être un tout petit peu, mais Mhm. par contre, ils étaient beaucoup plus soudés. Ok. Encore plus, alors déjà c'était le cas, mais encore plus parce qu'en fait ils avaient eu l'occasion tous ensemble de partager ce moment-là et t'es obligé de t'écouter, t'es obligé de dans certains moments un peu de mener ton équipe. Euh, des fois il y a un peu la pression parce que tu as la pression du temps et en fait ça résulte vraiment de notre métier au quotidien et ils en sont sortis parfaitement et en fait on a retrouvé ça après dans les bureaux et puis il y avait surtout ça fait toujours plaisir quand tu gagnes un cadeau donc ils avaient le sourire aux lèvres pendant plusieurs jours. Ok. Et bah, j'ai justement une question sur ça. Je vois par exemple là, dans la boîte où je suis, si on parle avec, il y a l'équipe de prospection et l'équipe des vendeurs. D'accord? Et aujourd'hui, on a une relation en fait où bah, on se parle quasiment pas en fait entre le moment tu sais, où on sort un meeting, un rendez-vous avec un prospect et l'équipe de vente. Toi, tu fais comment pour que ça se passe bien entre l'équipe de prospection et tes équipes de vendeurs? Euh, En fait, il y a deux choses que j'ai mis en place. Donc, l'équipe de prospection va jusqu'à l'étape prise de rendez-vous. Ok. Et là, en fait, il y a une communication entre l'équipe de prospection et l'équipe des commerciaux où il va échanger en disant, OK, je t'ai pris tel rendez-vous, il y a telle personne. En plus, ça va être inscrit dans leur CRM. Ok. Mais je suis tout à fait pour qu'ils échangent en direct parce que les informations euh, sont mieux transmises comme ça. Et après, il y a une autre chose, Mhm. pour éviter toujours les va-et-vient entre l'équipe prospection et commerciale, j'ai mis en place en fait en fin de journée les CR de rendez-vous.
donc c'est compte rendu de rendez-vous, Ok, où dedans tu as plusieurs titres. Ça va de les gens qui ont assisté au rendez-vous, les infos KPIs, les next steps, etc. Et ce document-là, il est envoyé en fait à toute la boîte. Donc ok. aussi bien l'équipe prospection va pouvoir dire OK, j'ai vu ce qu'il a fait du rendez-vous. Donc Mhm. comme ça, il peut le lire, il a un écrit. C'est aussi indexé dans leur CRM, mais aussi la boîte. Pourquoi? Parce que je sais pas, on peut avoir un développeur qui va dire, bah, écoute, moi je connais quelqu'un dans cette boîte, si ça peut t'aider, bah, je connais lui, je peux te faire une intro. Donc en fait, en plus, on met un petit peu toute la boîte au courant, et si on a quelqu'un qui a une connaissance dans une des entreprises, bah, ça peut faciliter la tâche au commercial. Ah, c'est pas mal ça. Et du coup, ça t'est déjà arrivé, ce cas-là? T'as déjà une personne qui n'est pas dans l'équipe commerciale qui vous a dit qu'il Ouais, connaissait quelqu'un? bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça arrive peut-être une fois sur 10, une fois sur 20, mais quand ça arrive, c'est un vrai coup de pouce, quoi. C'est Ouais. pour le commercial, c'est un véritable coup de pouce. Donc ça, c'est cool, et je trouve qu'on est tous un petit peu, toute l'équipe est derrière les commerciaux, et ils sont un peu engagés à dire, ah bah tiens, si tu as besoin d'aide, je peux t'aider sur ce sujet-là, je connais telle personne, donc on avance mieux dans les dossiers et plus rapidement. Ok. Et donc, du coup, enfin, la culture commerciale chez Pop Chef, elle est pas uniquement dans l'équipe de vente. Ah non, elle est répartie Ok. vraiment dans, 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 dans tous les bureaux. Même si on a notre Shark Tank, donc Mhm. la place un peu des requins. Mais Ok. non, non, c'est vraiment toute l'équipe est au complet, est animée par les commerciaux et par le commerce. Et donc, enfin, quand tu disais Shark Tank, c'est de quoi vous avez un lieu chez Pop Chef Ouais. justement pour les commerciaux? Ouais, Et ouais, on a eu des nouveaux bureaux, on a emménagé, je pense, en janvier, en début d'année. ok. Et bah, tout le monde sait que les commerciaux, ça fait beaucoup de bruit. Donc en fait, on a Ouais. énormément de bruit. Et en fait, il y en a qui ont besoin de calme pour travailler. Chacun son rythme, chacun sa méthode, et il faut respecter tout le monde. Par contre, euh, il était hors de question qu'on fasse l'impasse sur l'espace en fait des commerciaux. Et en fait, on a créé une grande pièce avec une verrière, donc ça permet de garder le contact, en tout cas visuel, et quand même un peu sonore, parce on fait vraiment du bruit. Mais du coup, euh, de loin, ça peut ressembler en fait à un aquarium, et du coup, on a appelé le Shark Tank. Ok. Et du coup, c'est là où vous faites le Shark Day que tu organises, c'est une fois par mois? Ouais, ça a été organisé juste Ok. au début, Au début? à Ah, mon ok. arrivée. Effectivement. En fait, on a voulu, enfin, j'ai voulu, quand je suis arrivé, tout simplement dire, euh, il faut accélérer la croissance hyper rapidement. Mhm. Comment on fait pour accélérer la croissance rapidement? Ben, deux choses. Il faut avoir des leads qualifiés et des rendez-vous, mais un Ok. maximum de rendez-vous. On avait quelques leads. euh, et on s'est dit, bah, il faut faire grossir cette base de données-là. Et de deux, bah, comment on passe de zéro rendez-vous dans l'agenda à 50, 100 rendez-vous, et pouvoir remplir l'agenda des commerciaux. Donc, j'ai créé le Shark Day, donc la journée du requin, où vraiment toute l'entreprise, euh, que ce soit aussi bien les opérations, le marketing, la communication, euh, les patrons, enfin les dirigeants, vraiment tout le monde, ou les informaticiens, se sont mis en fait, on s'est mis autour d'une table, et je les ai séparés en deux équipes. Donc moi j'étais l'arbitre, et donc tout le monde devait prendre du rendez-vous, et l'équipe qui avait pris le plus de rendez-vous dans cette journée-là, en fait, devait payer l'apéro à l'autre. Ok. Ah bah c'est Et là, sympa. Et du coup, c'est enfin cette journée-là, vous l'avez fait combien de temps? on l'a fait sur un mois. Ok. Si je dis pas de bêtises, c'était tout le mois de juin, tous les Ok. mercredis, donc une fois par semaine, et toute la journée. Donc on a eu 4 jours pleins, ce qui nous a permis de prendre un peu plus de, pratiquement, je crois, on est aux alentours de 380, 400 rendez-vous, et une grosse performance sur une journée où on a pris plus de 120 rendez-vous, et on Wow. s'est retrouvé avec ce problème de riche, qui était de se dire, ok, qui va faire tous ces rendez-vous-là? Là, on en a beaucoup trop. Mais c'était plutôt une très 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 bonne expérience. Et justement, du coup, vous avez fait comment pour vous répartir tous ces rendez-vous?
Eh ben, on a recruté Ok. aussi, encore des commerciaux, mais on a mis aussi à contribution les autres membres de l'équipe qui étaient là depuis quelques temps, donc qui connaissaient parfaitement le produit, comme les personnes qui travaillaient en marketing ou, euh, alors comme nous on est une entreprise dans l'alimentation pour les professionnels. Donc, Mhm. on a eu cette personne-là aussi qui s'est occupée de faire quelques rendez-vous. En fait, on a remis tout le monde à contribution pour effectuer les rendez-vous. Il était hors de question de les laisser comme ça dans la nature et de ne pas pouvoir les faire. Ouais, bah, ouais, c'est parce que ça fait vraiment beaucoup d'opportunités qui ont dû se créer. Et justement, sur ces 380-400 rendez-vous que vous avez eus, il y en a combien à peu près qui sont bah, convertis en vente? Très franchement, je pense, j'ai pas les chiffres en tête, mais au Ouais, moins 30%. 30%. Ah ouais, Ouais. c'est pas mal 30%. Et justement, j'ai une question sur ça parce que bah, quand tu es une start-up, enfin, ou une entreprise qui crée un produit qui est nouveau, un service qui est nouveau, tu fais comment en fait comment tu fais pour contacter une entreprise et expliquer ce que tu fais? Parce que je sais que par exemple, si tu es Salesforce, ou enfin un nom qui est super connu, tu as juste à dire salut, je suis Salesforce, et, bah, on va se parler, on se prend un rendez-vous. Ok. Et c'est plus facile quand tu as une marque qui est déjà connue. Mais quand tu es une marque qui n'est pas, il n'y a personne qui te connaît, tu fais comment? Euh, Bah justement, je leur demande est-ce qu'ils nous connaissent? C'est la première question à Ok, poser. Si tu as la bonne surprise du oui, eh ben, c'est cool et tu peux demander bah, comment ça se fait que vous nous connaissez. ok, Et justement, le non, si la personne te répond non, eh ben, ça te permet de rebondir en disant bah, ok, ben, justement, on est une entreprise qui faisons ça. ok. Soit ça, ou alors moi j'aime bien un petit peu l'étonnement en disant ah bon, vous nous connaissez pas, comme si que c'était pas normal que tu ne connaisses pas en fait. Et du coup, ça suscite un peu quelque chose chez l'interlocuteur en face qui se dit Mhm. putain merde, je les connais pas, tu vois. Et donc du coup, il va te laisser un petit peu la chance après de pouvoir t'exprimer et au moins t'écouter. Ok, donc tu vas au culot en fait quand tu dis ça. Toujours, toujours. Ok. Donc juste pour revenir en fait, on parlait de CRM à un moment, du coup, j'avais une question, c'était sur tes outils préférés. Enfin, quel est ton outil préféré que tu utilises tous les jours? Euh, Mon outil préféré, c'est les CRM. Donc, Ok. comme Salesforce, tu viens d'en parler. Euh, Deux choses, ça permet, enfin, c'est fini le temps d'Excel ou d'avoir un bottin papier, de noter tous les contacts qu'on a, le nom des entreprises. Il faut un peu se professionnaliser, surtout quand on veut traiter pas mal de dossiers en même temps. Euh, Ça permet vraiment une organisation simplifiée pour les commerciaux, une lecture claire un peu de ce qu'ils ont à faire et surtout d'avoir les informations qui sont nécessaires euh, à vendre en fait. Ça peut être le nom d'un contact, la situation de l'entreprise, son adresse, enfin des données assez basiques, mais on peut aussi annexer à ça tout ce qui est mail, les échanges audio par téléphone. Donc en fait, ça laisse une trace permanente. Ça te simplifie la tâche. Et il y a un autre avantage pourquoi j'aime bien ça, donc c'est le côté KPIs, Mhm. forcément. Et la troisième chose, c'est et où le partage ou la passation. Il peut arriver que dans les équipes, il y ait du turnover, même si c'est pas beaucoup notre cas. Mais euh, bah, quand tu reprends des dossiers, tu es hyper content de te dire, OK, je sais ce qui s'est passé avant, tu as une trace de tous les audios si tu as envie, tu as les notes, Mhm. tu as les emails envoyés, les emails reçus. Et donc, quand tu reprends un dossier, tu es plutôt dans une situation confortable. Euh, donc, moi, je trouve que c'est vraiment un peu la Bible euh, des vendeurs. Et du coup, tu étais en train de dire que tu as tous les appels qui sont répertoriés dans Salesforce. Tu utilises un software un logiciel pardon, pour garder toutes ces infos Ouais. dans Salesforce. Oui, tout à fait. On a un logiciel pour ça, en VoIP, et du coup, ça peut te permettre, en fait,
d'une application sur ton smartphone, de l'ordinateur, euh, sur pas mal de supports, bah, de pouvoir en fait connecter en fait ce logiciel-là qui te permet d'appeler tes prospects ou autres et de les enregistrer en fait tout simplement directement dans le CRM. Et du coup, ces enregistrements, toi, tu les utilises après pour écouter les appels de ton équipe? Beaucoup au début, lors de la formation, Mhm, euh, quand il y a des choses euh, qui qui va pas assez bien ou quelqu'un qui prend pas de rendez-vous par rapport aux autres et tu vois qu'il y a vraiment la moitié des commerciaux qui prennent, je sais pas, deux, trois rendez-vous par jour et quelqu'un qui pendant justement deux, trois jours est à zéro, bah c'est à toi en tant que manager à te poser la question et dire ok il y a quoi qui cloche donc du coup je mhm, vais dans ces appels et essayer de trouver euh, qu'est-ce qui fait de bien et qu'est-ce qui fait de pas bien mhm, et qui lui empêche de décrocher le rendez-vous et ça nous permet de travailler. Et généralement, on essaye aussi, on le faisait beaucoup plus au début, mais une fois par semaine, quelqu'un qui dit OK, j'ai eu un call, j'étais sûr sur cet appel-là de décrocher le rendez-vous et pourtant je l'ai pas eu. mhm. Donc on essaie de prendre un cas euh, qui leur paraît intéressant et en fait, on le débrief, mais tous ensemble. Ok. C'est-à-dire qu'on met le haut-parleur, on écoute la conversation et on le débrief. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que les uns et les autres auraient dit à la place de lui. Et en fait, en vrai, tous ensemble, ben, on élève notre niveau. Et du coup, ça, tu le fais encore aujourd'hui? Ouais, une fois par semaine Une fois par au semaine? moins. Ok. Et justement, quand tu disais que tu écoutais enfin, quand tu écoutes les appels de tes vendeurs quand ils commencent, qu'est-ce que tu trouves généralement en fait dans ce qui va et dans ce qui va pas? Dès le dé- Bah, t'as toujours un peu la pression au début. Mhm, Donc c'est pour ça, moi, dès la formation, je les fais parler euh, devant tout le monde, je les exerce parce que, en fait, dès que tu vas t'installer à ton bureau et que tu vas passer ton premier appel, tu sais un peu que toutes les oreilles, elles sont braquées sur toi et t'as pas envie d'être ce premier. Tout le monde va t'écouter, il y a un silence phénoménal, un silence d'église qui règne dans le bureau. Et heureusement, ça disparaît très très vite. Il y en a qui se jettent à l'eau plus ou moins facilement. Euh, Tu as les personnes qui sont hyper à l'aise. Ce qu'ils font bien, c'est qu'ils sont déterminés et motivés. Ça, c'est pour moi la clé. mhm. Euh, donc ça, ils le font très bien. Et c'est ce qui leur permet au début de pouvoir très rapidement décrocher des rendez-vous. Et après, ben, c'est juste ce qu'ils ne font pas bien, des petits manques d'écoute. En fait, ils sont tellement concentrés dans le résultat, prendre un rendez-vous, ils oublient en fait un peu d'écouter la personne, ils essaient de prévoir leur réponse et ils oublient un petit peu sur le moment T ce qui est en train de se passer, ils écoutent plus et bah, ils loupent des petits coches ou euh, des objections bah, qui ils ont même pas entendu en fait. Et c'est hyper rigolo parce que quand tu repasses la bande et que tu dis, bah, tu sais, t'as pas pris rendez-vous pour telle raison, et que là, tu as ton sales qui te dit, ben non, il m'a jamais dit Mhm. ça. Et là, c'est hyper rigolo parce que tu vois qu'en fait, il a même pas fait attention. Donc, on leur apprend beaucoup l'écoute. Et justement, toi, tu penses qu'aujourd'hui la vente, c'est ça, c'est plus basé sur l'écoute maintenant que sur lire ton speech? Bien sûr, c'est pour moi hyper, hyper important. Euh, pour moi, ben, j'ai une phrase clé, hein, si tu veux, qu'on m'a Oui. appris il y a 7 8 ans. C'était un commercial qui parle trop est un mauvais vendeur. Parce qu'il finit toujours par dire une bêtise. Et en fait, tu peux pas deviner ce que la personne en face, elle a envie d'entendre. Euh, et du coup, bah, si tu parles et que tu parles trop, forcément, il y a un moment donné, tu vas dire quelque chose que ton prospect n'a pas du tout envie d'entendre. Donc, vaut mieux Ouais. être à l'écoute, recevoir les informations et après rebondir. Ok. Et du coup, tu l'enseignes comment ça? Enfin, comment tu le transmets à tes commerciaux? Euh, Comment on le transmet? C'est simple, en fait, souvent, dans le feu de l'action, j'essaye de prendre des exemples de la vie courante. Ok. Et je suis plutôt comme ça. Des fois,
j'ai une réflexion qui dit, c'est assez rigolo, j'essaie de te prendre un exemple vraiment concret, mais quand je leur dis, euh, pourquoi, je sais pas, est-ce que tu as vendu? Moi, j'attends une réponse oui ou non. Et en fait, sur cette question-là, ben, est-ce que tu as vendu? La question, c'est, la réponse, excuse-moi, du moins, c'est, bah oui, mais en fait, tu sais, c'est parce que, et moi, j'interromps tout de suite, je dis, mais Mmh. ma question, c'est, est-ce que tu as vendu? Ben, du coup, c'est oui ou c'est non? Et tu remarques que, et là, ils repartent, hein, et là, c'est Mmh. hyper, il faut le vivre, limite pour le croire, mais ils repartent dans, non, mais en fait, au début, c'était comme ça, et ils me déroulent un pitch, et là, je me dis, ok, de quelle couleur est le mur? Et là, ils me disent blanc. Je lui dis Mmh. donc, est-ce que tu as vendu? Et là, ils te disent, bah oui ou non. OK. Et en fait, il manque aussi, tu vois, d'être direct. Et ça, c'est très commun, c'est un peu un phénomène de société. On aime bien tout expliquer avant de répondre. OK. Et justement, j'avais entendu déjà ça une fois que les vendeurs, quand tu leur poses une question, tu dois répondre par oui ou par non. Justement, ils vont toujours te donner une réponse plus longue que le oui ou le non, justement. Ouais, bien sûr. Et c'est un peu comme quand tu demandes le prix. Quand le prospect te demande le prix, Mhm. ben, en vrai, quand tu vas à la boulangerie, on te dit combien ça coûte une baguette, elle te dit 90 centimes, enfin, Mhm. et c'est fini. Oui. Et là, c'est comme si qu'elle allait te répondre, elle, ben, en fait, vous savez, le pain, il vient de sortir du four, on vient de le mettre dans le panier, etc. Mais toi, tu veux pas savoir ça, tu veux savoir combien la baguette, elle coûte. Ouais. Donc, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins sur l'analyse. Ouais. Et du coup, là, un commercial, quand tu lui expliques tout ça, en combien de temps à peu près il peut l'apprendre? Je- En vrai, moi, je trouve que si j'en ai pris des totalement novices ou qui étaient en école de commerce et très concrètement, je trouve qu'au bout de 2 mois, ils deviennent déjà, en fait, ils rentrent déjà dans les objectifs et au bout du troisième mois, ils commencent à devenir bons, voire très bons pour certains. Donc en Ok. vrai, ça va assez vite. Ça peut paraître long, 3 mois, mais moi, je trouve que et c'est rapide et en plus, on apprend toujours tout le temps et en s'entourant bien, on progresse assez souvent. Et ok. Je change un petit peu le thème maintenant. Je vais te demander, ça va plus être basé sur toi du coup. Quelle est ta routine pour commencer ta journée? Ma routine pour commencer ma journée, un café. Ok. Euh, Ma routine, c'est en fait, on commence par un petit meeting euh, vers 9h30 ou 9h30 à peu près du matin. Et en fait, il y a juste 3 questions. Euh, Chaque personne a le droit à la parole pendant 5 minutes. Il faut que ce soit très rapide. C'est un Ok. peu en stand-up, on est debout. C'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Euh, Comment tu vas t'organiser ou comment tu vas le faire? Et est-ce que tu as besoin d'aide? Voilà. Chacun répond à ces 3 questions-là et en fait, ça lance un petit peu la journée. Après, il faut changer, il faut varier. Des fois, c'est juste bah, le matin, on se dit, OK, c'est quoi les objectifs? Pas cette fois par semaine ou par mois qui peut paraître long des fois pour certaines personnes. Mais Mhm. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? Et là, tu as des gens qui vont dire, moi, je veux prendre tel temps de rendez-vous, ou alors je veux faire tant de ventes, ou alors j'ai envie de passer tant d'appels, ou vendre tel abonnement. Enfin voilà, chacun est vraiment libre. Le but, moi, je pense, aujourd'hui, c'est pour travailler en cohésion avec ton équipe, c'est de leur laisser le choix euh, de leurs objectifs. Ça les responsabilise. Moi, j'ai connu il y a 10-12 ans où, et je pense que ça existe encore dans certaines entreprises, mais tu t'assois à ton bureau et ton manager, il vient où on te dit, bah voilà, ton objectif cette semaine, c'est tant. Et quand tu le réalises pas, alors quand tu le réalises, c'est très bien, Mhm. et puis ils vont te le remonter le mois d'après, mais quand tu le réalises pas, ben, tu vas dire, ouais, mais elle était trop élevée. Alors que si c'est eux-mêmes qui se fixent leur objectif, ils peuvent pas dire c'est de sa faute, Mhm. puisque c'est moi qui ai décidé de faire par exemple 10 ventes dans cette semaine-là. Si je l'ai pas fait, bon bah j'ai essayé, j'ai couru après ces 10 ventes-là, mais en tout cas je peux pas le reprocher à qui que ce soit.
ça responsabilise vraiment. Mince, j'ai échoué moi-même et dans la prise de mon objectif et l'atteinte de celui-ci. Et du coup, toi, tu les aides pour qu'ils se fixent des objectifs? Un peu en fonction de leur capacité. Alors c'est Mhm, souvent compliqué quand tu as quelqu'un un peu sur le papier qui est peut-être un peu plus en difficulté et qui justement pour se booster se met des objectifs un peu hauts. mhm, Et là tu te dis mais ça fait du bien moral d'atteindre les objectifs. Tu as envie de lui dire en fait mhm. allez redescendre d'un cran ou deux. Donc moi je le fais plutôt avec amusement, t'es sûr, hein, parce que ça va être compliqué et tout, hein. Et je préfère rajouter un petit challenge en disant si tu le fais, je te paye un petit déj ou je te ramènerai un croissant et si tu n'y arrives pas, c'est toi qui me payes un croissant et on essaye de faire un jeu et là je vois s'il veut vraiment assumer son objectif. Et là il y en a qui disent bon bah ok non je retire une ou deux ventes ou alors non non je suis sûr, je suis bien sûr etc. Du coup et puis tu as un peu galvanisé par ce petit challenge en parallèle et c'est plutôt sympa. Ah, ça doit motiver pas mal en fait, ces petits jeux. Ouais, toujours. Je pense que moi, j'ai toujours joué. Je veux travailler en jouant. Je trouve que c'est hyper important. Euh, Quand moi-même j'étais vendeur avant, j'ai toujours voulu participer à ces jeux-là et c'est ce qui m'animait clairement. Donc aujourd'hui, j'essaye de transmettre un peu la passion du jeu, surtout avec la nouvelle génération. Enfin, si tu les mets juste à dire appel, vend rendez-vous, fais ci, enfin, Mhm, ils vont se lasser en 6 mois, c'est fini, ils sont lassés. Donc je pense qu'il faut c'est un beau métier, donc et en plus il faut l'animer, tout simplement. Il faut que c'est un métier vivant. mhm, euh, euh, et les métiers vivants, bah, il faut les animer, il faut que ce soit un peu explosif et que tout le monde en même temps ben, travaille, s'amuse et prenne surtout beaucoup de plaisir. Parce que c'est pas évident quand tu vois, tu passes pas mal d'appels par jour pour essayer de décrocher un rendez-vous et que bah, des fois certaines journées, t'as même pas pris un rendez-vous. Enfin, c'est pas des situations hyper évidentes. Et du coup, tu te dis, ben, si en plus de ça, je me suis pas éclaté ou j'ai pas pris du plaisir à le faire, bah, ça va être très compliqué, je pense. et surtout, ils vont se démotiver assez rapidement. Clairement, très clairement. Et donc là, tu nous as déjà dit un peu ce que tu faisais en fait pour faire des petits jeux, mais en gros, tu as une routine sur ça avec ton équipe, comment dire, une routine, un processus que t'as imposé, t'as mis en place pour avoir des jeux, justement, un peu tous les jours, pour gamifier un peu tout ça. Alors, j'ai des jeux un peu au mois. euh, que je fais généralement des challenges sur différents thèmes. Si tu veux, je t'expliquerai. Et après, en fait, en daily, enfin, tous les jours, j'essaie de leur dire, en fait, euh, c'est pas moi, je suis pas un animateur non plus. Donc, c'est à vous aussi de créer ce jeu-là. C'est entre vous. Parce que moi, je vous ai donné quelques clés au départ, mais en fait, c'est à toi de challenger peut-être quelqu'un que tu as envie, peut-être pour l'embêter, peut-être pour le taquiner ou une partie de l'équipe. Mais c'est entre vous et c'est à vous aussi de créer cette chose-là. Et moi, je préfère que cette ambiance, elle naisse d'eux-mêmes que de moi toujours. C'est un peu. C'est comme si tu radotes derrière eux et puis si tu fais rien, il se passe rien. Moi, je préfère leur donner les clés au départ et après, eh ben, ils en font ce qu'ils veulent. Et des fois, ben, ils se font des challenges et tout seul, ils se parient. Des fois, ça peut être, si tu réussis pas, on se paye le petit déj demain. Ça peut être un déj, ça peut être une bière le soir, enfin n'importe. Mais il faut qu'ils arrivent eux-mêmes, en tout cas, à gamifier leur journée. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, c'est cool parce que des fois, même moi, je suis pas au courant, j'arrive, et là, il y en a un ou deux qui est hyper content. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ouais, j'ai gagné, en fait. On a parié sur 1 heure, celui qui prenait le plus de rendez-vous. Tu vois, ça peut être très court. C'est pas obligé Mhm. sur une journée, mais sur 1 heure. Et bah, c'est souvent, c'est un peu comme le sport. C'est cool parce que quand tu arrives à décrocher ton dernier rendez-vous dans la dernière minute du temps imparti qui te restait, tu sais, c'est un peu, tu la coiffes au poteau, tu te dis, putain, c'est trop cool. Heureusement que j'ai passé ce dernier appel-là, sinon j'aurais perdu. Et du coup, c'est plutôt sympa. Et après, tu as les challenges sur le mois. Donc ça, j'en ai une petite panoplie. Je pourrais ouvrir une société, je crois, pour aller voir les gens et leur dire j'ai des jeux. Donc moi, je travaille aujourd'hui chez Pop Chef. Et du coup, bah, j'ai fait le Pop Lanta.
donc référence à koh Mhm. où j'ai fait par binôme d'aventuriers avec la musique, une présentation des règles du jeu, des lots à gagner, euh, avec un tableau où il y avait les scores en live et tu avais tout le reste en fait de la société qui avait choisi son binôme préféré. Pour parier dessus et du coup en fait quand c'était les pauses ou les pauses déj ou autres et que là tu avais le développeur qui disait mais oh j'ai parié sur toi j'espère que t'es bien parti et tout donc ça a transcendé vraiment pendant un mois, mais vraiment toute la boîte. Et eux, ils étaient contents que certaines personnes disaient, allez, faut que tu y ailles, on n'a pas le droit de perdre sur ce coup-là, etc. Donc c'était vraiment hyper chouette. Et vous avez fait ça quand? J'ai fait ça il y a 2 mois ou Il y a 3. mois? Donc c'est hyper récent. Après, j'ai fait le Pop of Throne, référence en Game of Thrones. Mhm. Donc là, j'ai séparé cette fois, plus en binôme, mais en deux équipes. Les Stark et les Lannister, avec aussi d'autres règles. Donc il faut avoir un peu d'imagination, donc Mhm. d'autres règles. Et pour l'auto-management, il y a des points positifs, donc où tu marques des points, et il y a aussi des points qui handicapent ton équipe. Euh, et ça, j'ai trouvé cette solution-là miracle pour l'auto-management, c'est-à-dire que le retard, ça te retire un point. Nous, on a des badges de classe de vendeurs, donc plus tu es bon et Mhm. plus tu as un meilleur badge. Donc si tu le portes pas, c'est pareil, tu peux perdre des points. Si t'as pas fait euh, un certain nombre d'appels, tu perds des points. Et du coup, en fait, tu restes toujours dans une dynamique. Et surtout, quand tu es dans ton équipe, bah, tu as un peu le champion du retard. Mais là, qui commence à se faire avoiner parce que tu es devant, ton équipe est devant, mais que le mec continue à venir en retard. Et ben, là, tu as toute l'équipe qui dit, eh non, mais demain, sérieux, il faut arriver à l'heure, sinon on va perdre le challenge. Donc en fait, même moi, j'ai plus besoin de rien faire. C'est eux-mêmes qui se responsabilisent. Ok. Et du coup, quand tu me disais que tu avais des challenges, à part justement les points sur le retard, tu as, dit que aussi qu'ils faisaient un nombre d'appels s'ils faisaient pas ce nombre d'appels par jour, on va dire Ouais. 50, ils perdent des points. Tu avais quoi d'autre comme exemple de challenge? En fait, en pénalité, c'est ça? Ah ouais, en pénalité, ouais. Bah ouais, ouais. Ça Vas-y, qui vas-y. t'intéresse? Il y avait aussi, euh, en fait, moi j'ai envie qu'ils gagnent leur vie, j'ai envie qu'ils soient épanouis, qu'ils remplissent leurs objectifs. Et bizarrement, je leur avais dit, bah, minimum, faut faire 2 ventes par semaine. Si vous les faites pas, vous éliminez votre équipe entière. Bizarrement, il n'y a jamais personne qui a fait moins de 2 ventes. Alors que les semaines auparavant où il n'y avait pas de challenge, c'est déjà arrivé. Hmm. Et là, bah, je dis, celui qui... Et t'as pas envie de porter un peu ce truc-là. Et puis, tu as les autres qui t'aident. Et c'est là où, en même temps, tu as l'esprit de compétition, de performance, mais l'esprit d'équipe. Parce que comme bah, cette personne qui peut-être à un moment donné est en difficulté fait partie de ta team, bah, t'as pas envie aussi que tout le monde soit éliminé. Donc aussi, tu vas le pousser en disant, allez, c'est sûr, tu vas réussir, machin. Lui, tu peux faire comme ça. Tu vas peut-être lui donner des tips, euh, des astuces, enfin, tout un tas de choses, etc. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'à la fin de la semaine, la personne elle est hyper contente et personne n'est éliminé. Tout le monde a fait plus de 2 ventes. Donc ça Ok, crée une cohésion aussi. ok. Et justement, en challenge où ils gagnent des points? Et ben justement, c'est sur la surperformance. Si tu fais plus d'appels que prévu, si tu vends plus que tes objectifs, si tu as toujours porté ton badge, t'es jamais arrivé en retard, tu vas marquer des points. Enfin, euh, ça peut être, tu vois. En fait, je prends les thèmes du moment. Je prends les problèmes du moment. Si j'ai un problème de retard, je mets ça. Si Mhm. j'ai un problème dans Salesforce, je vais dire c'est celui qui a ses comptes Salesforce hyper bien rangés. Si j'ai un moment, une semaine ou un mois, le nombre d'appels qui est un peu redescendu, ben, je me dis il faut que j'accentue un peu le challenge aussi sur cette partie-là. Parce qu'il faut les remotiver à, à décrocher le téléphone. Donc, en fait, je prends là où ils ont leurs faiblesses et j'en fais des forces au maximum. J'essaye. Et du coup, j'imagine que ça fonctionne bien. Ouais, très bien. Mais même moi, j'ai envie de participer des fois. Oui, parce que c'est parfois, je pense que le rôle de manager, enfin, ou de responsable, t'essayes de transmettre des choses et ça leur fait pas, ils vont peut-être pas l'entendre comme toi tu l'entends. Et par le jeu, ça doit être plus simple à les faire comprendre. Euh,
Ouais, et puis moi, j'ai toujours l'impression que ça t'occupe l'esprit. En fait, tu prends un footballeur, tout le Mhm. monde dit ils ont de la chance. Pourquoi? Parce qu'ils jouent. En fait, c'est un métier, puisque Ouais. aujourd'hui, c'est un métier de footballeur. Donc, ils s'entraînent dur pour y arriver. Mais le résultat de ce que nous, on voit de notre canapé ou au stade, c'est ben, ils jouent au football. Mhm. Ils travaillent pas au football. Ben là, c'est jouer à la vente, jouer au vendeur, un peu comme quand on était petit, mais pas aller bosser. Et je pense que si tu es Mhm. occupé l'esprit et que plutôt t'as pas l'impression de travailler, d'être dans l'effort, mais que quand tu regardes ta montre, il y a déjà 2 ou 3 heures de ta journée qui est passée, que tu dis waouh, c'est passé hyper vite, ben là, c'est cool pour tout le monde. Et du coup, tu fais comment pour transmettre ta vision comment qu'il faut vendre? La question, c'est parce que je sais que généralement les vendeurs, ils viennent parce qu'ils ont un travail. Mais là, avec tout ce que tu me dis, tu essayes de leur donner ta passion, de transmettre ta passion et la vision de Pop Chef. Comment tu fais ça? Je suis très proche d'eux déjà dans un premier temps. J'ai Ok. jamais voulu être la personne qui est au-dessus et euh, fais ce que je te dis. Ça m'intéresse pas beaucoup, mais je pense que j'ai quelque chose qui est peut-être en plus, c'est qu'en fait ce métier-là, peu importe euh, les jobs dans la vente, que ce soit la prospection, la vente, petit compte, grand compte ou manager, en fait je suis passé moi par toutes ces étapes-là. Donc en fait, je les comprends. Quand Mhm. quelqu'un commence à souffrir sur la prospection ou quand les ventes elles n'arrivent plus et que tu as espéré que faire au moins tant de CA ou tant de ventes et que ça n'arrive pas, ben, moi j'ai vécu ces situations-là comme quand tu performes et donc je leur ai transmis et ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui essaye d'être, j'essaye, je dis bien, exemplaire, mais j'ai encore la force si quelqu'un n'y arrive pas. euh, de lui montrer l'exemple, c'est-à-dire de dire, OK, passe-moi le téléphone, je vais t'expliquer, je vais te montrer. Est-ce que Mhm. tu comprends mieux quand tu... Parce que moi, des fois, je suis quelqu'un un peu de visuel, j'aime bien qu'on me montre et Mhm. pas qu'on m'explique. Quand on m'explique, des fois, ça peut être flou. Donc, bah, je peux prendre le téléphone et faire une démo et aller les accompagner en vente. Et là, ils se disent, putain, mais c'est super, c'est pas quelqu'un qui reste assis dans son bureau, mais il vient, il nous accompagne, il nous pousse sur nos forces et on travaille énormément sur nos faiblesses et on avance comme ça. Et du coup, ils se disent plus, ouais, c'est un soutien. Euh, il est là pour qu'on réussisse plutôt que tu vois un petit peu le manager un peu tout rouge avec un fouet derrière. C'est pas du tout ça que j'ai envie de transmettre. Donc euh, voilà. Et puis moi, je me suis imposé une règle qui dit en fait, si quelqu'un n'y arrive pas, c'est que c'est pas lui qui n'est pas bon, c'est moi qui a pas su lui apprendre. Et en fait, c'est pareil, c'est des challenges pour moi aussi perpétuels. Alors que je me dis, purée, lui, il a plus de difficultés, cette personne-là a plus de difficultés. Donc, elle a peut-être pas absorbé les infos comme les autres. Euh, et là, c'est mon propre challenge. Comment je vais faire pour de faire cette personne-là rattrape les autres. Et quand j'y arrive, ben, je suis hyper content. Tu sais, j'ai l'impression aussi pareil d'avoir fait une course et d'avoir gagné cette course-là. C'est hyper gratifiant. Et du coup, tu as un exemple récent? Oui, Vas-y, dis-moi. je peux le dire parce que je lui ai dit, donc c'est Ok. cool, il sera content. Euh, j'ai fait on a recruté CDI et stagiaires, et en fait, dans le lot de stagiaires, il y a quelqu'un, je me suis dit, en fait, il m'a dit une phrase qui a eu juste le déclic. Alors là, ça va être le côté affect. Il m'a dit, mon père, il a toujours voulu que j'apprenne à vendre. Ok. Mais franchement, c'était pas mal, mais c'était pas non plus fou. Et du coup, euh, ben, je me suis dit, OK, ben, si tu veux vraiment toi, en plus le faire, ben, je vais t'apprendre. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Et il a fini dans dans le top 3 ou le top 4 des meilleurs vendeurs que j'avais. Donc, c'était hyper cool. Et moi, ce que j'ai envie, surtout quand ils sont en stage, c'est qu'ils repartent en disant, OK, on a vraiment appris quelque chose, même si par la suite, ils vont peut-être pas
travailler dans ce domaine-là, mais je leur dis ça va te servir tout le temps. Quand tu rechercheras un appartement, quand tu feras un entretien, ben, savoir te pitcher ou te présenter, ben, tu sauras le faire. Quand il suffira de négocier, je sais pas moi, des vacances, n'importe quelle situation, ben, tu as quelque chose un peu en plus qui fait la différence et ben, tu t'en rends pas compte au quotidien, mais euh, quelqu'un qui est timide, un peu introverti, a peut-être plus de difficultés que quelqu'un qui sait gérer différentes situations et qui met à profit ce qu'il a appris justement pour y faire face. Ok. Et juste pour revenir sur ce que tu étais en train de dire, bah, sur tes challenges de directeur commercial, justement, c'est quoi ton plus gros défi actuel? Toujours doubler le CA par deux. Ok. C'est l'intérêt d'une startup. Là, le plus gros défi à l'heure actuelle, en fait, on a lancé une nouvelle unité de vente, Mhm, puisqu'on vient de lancer notre propre cantine digitale qui s'appelle Sésame. En mhm, fait, ça permet aux collaborateurs en fait d'une entreprise de pouvoir déjeuner. En fait, l'employeur il a créé véritablement son propre restaurant d'entreprise pour les collaborateurs, sans avoir 2000 mètres carrés et des chefs cuisiniers derrière. Euh, Nous, on s'occupe de toute cette logistique-là et c'est quelque chose qui est apprécié énormément de nos premiers clients. Et du coup, bah là, il y a tout à monter parce que tu es en train t'es en train de créer le pitch, tu crées les présentations, tu échanges avec plusieurs pôles, les opérations, comment ça peut se passer, tu vois le projet avancer, tu recrutes les premiers commerciaux. Et puis toi, bien évidemment, il a fallu que j'aille sur le terrain pour voir comment ça se passe si tu veux un peu le transmettre aux autres. Et ben voilà, on est en train de fabriquer tout ça en ce moment. Et donc, c'est assez challengeant et excitant parce que bah, c'est un énorme défi en fait. Et c'est un nouveau projet, un nouveau produit et une énorme attente en plus dans l'entreprise parce qu'on a vraiment envie de réussir sur ce créneau-là. et cette attente, les clients, ils vous la transmettaient avec les clients actuels que vous avez? Oui, c'est un peu là aussi, peut-être qu'il y a un peu aussi né l'idée, c'est que aujourd'hui, en fait, on livre des plateaux repas chauds aux entreprises, donc pour leurs réunions, de l'événementiel divers, des formations, etc. On a des grosses boîtes. Et un jour, j'étais dans une entreprise chez Red Bull, et en fait, à un moment donné, elle dit, OK, c'est cool, tout ce que vous faites, c'est bien parce que vous livrez chaud, vous êtes les seuls à le faire à Paris. Euh, c'est hyper bien comme votre concept, on adore. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous tous les jours? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de choses pour se restaurer à côté. La livraison, des fois, ils sont en retard, etc. Enfin, on en a marre, on a l'impression qu'on mange toujours la même chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer euh, tous les jours? Parce qu'on n'a clairement pas la place d'installer un restaurant d'entreprise. Et du coup, un jour, je lui dis, bah, je reviendrai avec une proposition. Et un jour, j'essaie d'un peu de bootstrap un truc en disant, bah, si je vous fais ça et tout, mais ça n'avait pas vraiment de Mhm. sens. Et un jour, bah, les deux fondateurs, ils sont revenus en disant, OK, on va faire des cantines digitales qu'on va installer directement dans les entreprises. Euh, En plus, nous, il est marrant, il s'appelle Sésame. Comme Sésame, ouvre-toi. Donc, en fait, il est hyper simple d'utilisation. Il n'y a que des produits sains à l'intérieur. C'est une marketplace, donc il y a plusieurs artisans aussi qui ont notre vision, qui sont aussi à l'intérieur de cette cantine-là. Et Mhm. en fait, ben, lors du déj, au lieu aller faire la queue 10 minutes, récupérer ton sandwich qui t'a coûté une fortune, revenir le manger, enfin tu perds du temps, ou attendre un livreur qui ne vient jamais, ben là tu as tout sur place. Tu viens, tu badges, il y a une porte du frigo qui s'ouvre, tu peux toucher les produits, voir à quoi ça ressemble, prendre ce que tu as envie, tu refermes et lui automatiquement, il sait ce que tu as pris et tu peux aller déjeuner. Et surtout que c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu as un creux le matin, le midi, le soir, et c'est toujours disponible. Waouh. C'est pas mal comme concept, j'avais jamais entendu parler, Ouais, honnêtement. bah, il faut aller voir sur notre site internet, tu vas voir, c'est Ok, plutôt bah, cool. bah, j'ai regardé. Et je rebondis en fait sur ce que tu disais. Donc du coup, là, ton objectif, c'est de doubler ton CA tous les combien de temps? Bah, chaque mois, on doit Chaque doubler le mois? CA de celui de l'année dernière, en fait, qu'on a fait à la Ok. même époque l'année dernière. Et du coup, la question c'est pourquoi tu peux, par exemple, ce CA-là, tu peux pas le faire en 2 semaines au lieu d'un mois?
pourquoi je ne peux pas? Je l'ai déjà fait déjà. Ok. Ah, bon, bah, en une semaine. Non, non, je l'ai déjà fait rapidement. Pourquoi tu peux pas? Parce que là, pour vraiment accélérer, ben, c'est ce que je te disais, on est au tout début enfin, on est en train de monter l'unité commerciale qui va s'occuper de ce nouveau projet-là. Et quand Ok. tu es dans le tout début, bien évidemment, tout ce que tu mets en place, ça prend du temps. Euh, mais, euh, mais voilà, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Je vais me la poser. Comment je peux faire pour doubler plus vite le CA? C'est une très très bonne question. Euh, mais oui, oui, on essaye d'aller plus vite. Moi, j'essaye de vraiment calibrer un petit peu tout pour aider. Euh, C'est-à-dire que tu vas, combien de rendez-vous il nous faut, combien le cycle Hmm. de vente va durer, quelles sont les objections. Pour moi, c'est la plus grosse partie quand tu vends n'importe quel produit. Si tu connais pas cette partie-là sur le bout des doigts, c'est pas la peine. Et en fait, tu en apprends tous les jours. Parce que même moi, je découvre, en fait, quand je vais en rendez-vous, maintenant un petit peu pour tester le pitch et comment ça se passe, et qu'on te sort une nouvelle objection, ben, des fois, tu fais un peu face, mais en vrai, tu la notes sur un cahier et tu dis, putain, mais comment la prochaine fois, je peux Hmm. bien rebondir sur tel type d'objection, parce que peut-être que tu t'en es un peu débrouillé, mais t'as pas été hyper bon. Et en fait, travailler les objections, ou du moins les anticiper, pour moi, c'est le plus Hmm. important. Et justement, c'est quoi la dernière objection que tu as eue? Ben, c'est lié totalement à ça et elle était hyper compliquée. Je t'avoue que c'est tellement récent, elle date d'il y a 3 jours, donc j'ai pas eu le temps de me creuser la tête sur le sujet, comme tu sais que Mhm. c'est férié. Mais euh, en fait, on a été pour vendre la cantine digitale à un hôtel et euh, la DRH me dit, OK, très bien, c'est génial. Par contre, nous, on a des gens en fait qui travaillent que 2, 3 heures par jour. Et du coup, alors oui, on a des cadres, on a des gens qui sont très bien payés, mais on a une partie de nos collaborateurs qui vont être payés 200, 300, 400 euros selon le nombre d'heures qu'ils font aussi. Et on aimerait qu'ils puissent accéder à ce genre de service-là. Et là, c'est hyper compliqué parce que tu es face à un phénomène social Mhm. où on te dit qu'il y a des gens qui sont très bien payés. Et moi, je voulais pas, surtout pas, que le produit se dise pour les riches, parce que c'est pas Mhm. le cas du tout, puisqu'aujourd'hui, on peut manger des menus pour 8 euros ou alors un encas pour 1,25 €. Donc, c'était pas du tout ce cas-là. Et du coup, je me suis dit, mais OK, comment je fais pour l'autre question qui était pertinente? Et j'ai été peut-être un peu gonflé, j'étais à tatillon et je lui ai dit, mais je comprends, mais est-ce que vous pensez qu'une personne qui travaille que 2, 3 heures a besoin de se restaurer sur son lieu de travail? C'est un petit peu juste la, la, le petit salto que j'ai trouvé à faire Mhm. parce que c'était une situation hyper compliquée. On parle de finances, de gens qui travaillent pas beaucoup, qui gagnent un peu moins d'argent. C'était très touchy, je trouvais, comme sujet. Je voulais pas m'ambiancer à débattre sur un tel sujet. Donc, bien évidemment, je l'ai comprise, sa question, et j'ai essayé de lui dire, mais en fait, le seul truc où j'ai essayé de le faire, surtout avec beaucoup de sourire, en lui disant, mais quand on travaille 2 heures quelque part, on n'a pas besoin de manger, quoi. On peut manger avant ou après chez soi, mais est-ce qu'on a véritablement besoin de faire son repas là? Et, et elle a compris que c'était assez malin et moi je voulais lui dire que c'était accessible et donc j'ai rajouté un petit truc en lui disant mais par contre je comprends tout à fait qu'elle peut prendre des encas et je pense que avoir un encas cookie ou autre à 1 € c'est permis à tout le monde. Ah oui, bah, du coup, si tu le C'est un vois peu comme plus ça, ouais. simple. Voilà. Parce que là, c'est des menus qui sont un peu plus. Ils sont autour de combien les menus? On est entre 8 et 10 maxi. Ok, Et tu peux manger un plat à peu près pour 5 euros. 5, 6 euros. ok. D'accord. Et du coup, bon, va falloir faut penser à la réponse à cette objection parce que je pense que c'est la première fois que vous l'avez eue, mais Oui, elle va ouais. revenir. Elle va revenir, Mhm. c'est une certitude. Et du coup, ben, il faudra même l'anticiper. En fait, le mieux, moi, je pense, d'une objection, c'est pas de l'avoir, c'est de l'anticiper. Mhm. Si tu anticipes les objections, t'es bien. Donc, je pense que quand tu vas pitcher à un moment donné et que tu dis, voilà, c'est disponible pour toutes les bourses et que tu anticipes un peu ce genre de choses-là, mais jamais personne, du coup, va te dire ça. Il suffit juste d'anticiper. Et du coup, quand tu dis que tu fais enfin, t'anticipes les objections, à chaque fois dans ton pitch, justement, tu parles de enfin, tu commences à parler de ces objections. Enfin, tu dis pas que c'est une objection, mais tu commences à parler de ça. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que si demain, avec l'expérience, je retournerais pitcher dans un autre hôtel,
À un moment donné, je leur Mm. dirais, et c'est fait pour toutes les bourses, puisqu'on a des produits qui démarrent à 1 euro jusqu'à des menus complets à 8 euros. Donc ça convient vraiment à toutes les bourses. Et donc là, personne va me tomber dessus normalement à me dire, Mm. ouais, on a des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, puisque j'ai déjà traité en amont le sujet. Ouais. Non, mais c'est bien pensé, justement. Ok. Et bah, on va arriver sur la fin de l'entretien. Donc du coup, j'ai une dernière question pour toi. Enfin, c'est un défi pour les gens qui nous regardent. S'il y a un défi ou une action, une pratique qu'une personne doit faire cette semaine pour s'améliorer dans sa carrière de vendeur, qu'est-ce que ça serait? Euh, L'organisation. Ok. Je vais rester à un, un bon défi. C'est hyper compliqué en fait. Tout le monde dit, j'entends souvent d'ailleurs dans les entretiens dire, ouais, moi je suis hyper organisé. Euh, Même moi, très récemment, je me suis dit, purée, j'ai 4, 5, 6, 7 trucs à faire, mais en fait, comment tu t'organises, comme quelle ficelle tu tires en premier, c'est très Mhm. compliqué. Et je pense que mieux tu es organisé et mieux tu fais face à plein de choses. Et en fait, je veux pas dire que c'est millimétré, mais par contre, c'est hyper, hyper important. En fait, tu dois arriver le matin et tu dois avoir fait tes semaines. Moi, mes semaines, elles sont déjà faites sur un mois. C'est-à-dire que je sais les moments que euh, j'ai dans la semaine à faire la paperasse administrative, le temps que je veux accorder au recrutement parce que ça prend beaucoup de temps, le temps pour les vendeurs, la formation qui est en continu, etc. Et j'essaye vraiment de diviser cet agenda et de m'y tenir au maximum euh, parce que sinon tu te retrouves vite avec 3-4 sujets ou 3-4-5 prospects à traiter, à envoyer des devis, des contrats, etc. Mais de l'autre côté, tu dois toujours prospecter. Tu dois toujours appeler, tu dois toujours envoyer des emails, mais tu n'as plus le temps parce que là, tu dois créer tous les contrats, il faut que ça parte avant ce soir. Donc, du coup, tu as négligé une partie de l'autre job, tu dois remplir ton CRM. Enfin, il y a une multitude de tâches. Et là, du coup, on devient des vendeurs en dents de scie, c'est-à-dire très peu constants. Les meilleurs vendeurs, pour moi, sont ceux qui sont le plus constants et pas avoir une performance comme ça sur un mois. Je ne vais pas dire que c'est donné à tout le monde, mais c'est faisable. Par contre, être toujours sur le même rythme toute l'année, là, ces gens-là, pour moi, c'est les gens qui sont les plus forts. Et du coup, ça passe par une organisation. Il faut prendre son agenda et se mettre des carrés rouges, prospection, traitement des devis. Mais surtout, l'organisation, il faut s'y tenir. Je vois souvent, alors nous, c'est fait chez nous. Et tu sais, on a par exemple le retour de déjeuner, j'ai un exemple, euh, la gestion administrative, l'envoi des mails aux prospects, si tu as des devis, tu fais ce que tu veux dans ce temps-là. Il y a des zones aussi un peu libres. Et là, tout d'un coup, on a le temps prospection, d'accord, qui va durer 1 heure pour tout le monde. Et dans ce temps prospection, tu as des gens qui continuent à envoyer des mails. Et ils vont te dire, c'est hyper important. Et là, il faut s'y tenir. Parce qu'en fait, c'est important à quel point. Moi, je lui dis, est-ce que si là, tu envoies ce mail-là, là, tout de suite maintenant, là, si tu cliques sur envoyer, c'est quoi le résultat? Est-ce que la personne, elle va te répondre? Est-ce que là, ça veut dire que si tu envoies ce mail-là dans la minute qui suit ou dans les 5 minutes, il y a une vente? Et c'est quoi le résultat de l'envoi de ce mail? Pour tout de suite maintenant. Et en fait, ils se rendent compte facilement que, en fait, ils peuvent le repousser à ce soir, que le mail parte à 15 heures ou à 16 heures après l'heure de prospection. Enfin, ça change rien. La personne en face est sûrement en réunion. Elle aussi, elle a un job. On n'est pas à 1 heure près. Donc, il faut vraiment se tenir à cette organisation du mieux qu'on peut, la respecter et chacun a son rythme. Moi, je suis d'accord pour que chacun s'organise comme il le souhaite. Mais en tout cas, il faut que ce soit respecté. On peut modifier à un moment donné son agenda avec des imprévus, mais il faut au moins se dire, OK, j'ai des temps pour la prospection, du temps pour mes contrats, la gestion des mails, enfin, toutes les tâches qu'on a à faire, il faut réussir à les transposer euh, sur la semaine. Et surtout, ça permet de se dire, une autre chose qui paraît importante, c'est en fait, aujourd'hui, moi, je me disais, je mettais plein de créneaux pour les mails, jusqu'à un moment où je me suis dit, en fait, j'ai besoin que
d'une demi-heure par jour, en 2 fois 1/4 d'heure, je traite mes mails. Alors qu'avant, j'avais commencé avec une bulle sur mon agenda qui était zone mail 1 heure. Et tu t'en servais pas de cette heure-là. Et du coup, ça te rend aussi un peu plus performant dans le timing de ce que tu as à faire. Ça te libère du temps pour autre chose. Mais il Ok. faut organiser son agenda. Et justement, du coup, tu conseilles enfin, à tes vendeurs de s'organiser. Et Ouais. ça ressemble à quoi une journée d'un vendeur chez PopChef? Très tôt le matin, c'est gestion administrative parce qu'ils sont pas bien réveillés. Donc la gestion, l'envoi de mails, CRM. Je leur demande ensuite, on a un créneau où euh, on prépare un peu sa journée, à qui on va appeler, quel prospect. Euh, Aujourd'hui, on est efficace que si on sait ce qu'on va faire. Quand on parle de moment de prospection, si à ce moment-là, tu te dis, OK, alors qui c'est que je vais appeler pendant cette heure-là? Bon, déjà, le temps que tu saches, tu vas avoir perdu 15 minutes et sur l'heure, tu as fait allez, 30 minutes de prospection. Donc, il faut savoir ce que tu vas faire. Du coup, on a l'horaire de prospection. Après, ils ont leur rendez-vous physique, ils déjeunent, etc. Ils reviennent, on repart sur un peu le moment administratif, on remplit le CRM, les rendez-vous. Pour ceux qui ont la force, peuvent refaire une petite demi-heure de prospection l'après-midi. Sinon, on a toutes les relances euh, clients, la gestion des contrats, et le soir, on fait les KPIs, les CR de rendez-vous, comme je te disais tout à l'heure, Mhm. et on fait un closing tous ensemble. C'est-à-dire que chacun en fait va raconter sa journée sur des moments très clés pour en fait un peu transmettre ce qu'il a vécu un peu à tout le monde. Ça permet d'échanger, c'est plutôt pas mal. Je suis beaucoup sur les échanges. Et toi, ta journée, ça ressemble à quoi? Moi, ma journée, à tout ça, À tout ça. non, à organiser tout ça, à monter la business unit. En fait, on est en énorme phase de recrutement en ce moment, donc j'y passe beaucoup de temps. Euh, c'est très très long. C'est pas forcément la partie de. euh, alors c'est cool quand tu as un ou deux recrutements à faire. Quand on a 10, 12 parce que tu veux vraiment accélérer, là tu deviens un peu DRH et c'est pas trop mon trip. Mhm. Euh, voilà, après bah, il faut rendre compte aux fondateurs des chiffres, etc. Pas mal de réunions sur l'avancement, quelle stratégie on va adopter. Euh, voilà, et en plus, bah, animer toujours mon équipe, la faire progresser, celle de prospection, les account managers, donc les suivis clients, et tout ça, il faut que ça travaille dans une harmonie parfaite pour pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, avancer assez rapidement et tenir ses objectifs. Ok, bah Et toi, t'es merci. organisé? Oui, aussi. Ah bah, tu vois? Ouais, aussi. Donc, du coup, bah, moi, ma journée, c'est le matin, c'est 2 heures. Au début, c'est un bloc de 2 heures. Une demi-heure, lire des articles de blog ou écouter un webinar, ce genre de Ok, choses. Après, une demi-heure de social. Comment tu dis? Enfin, je suis je vais sur LinkedIn, Sales Navigator, et je regarde le flux, s'il y a des prospects qui ont partagé des articles, s'il y a des articles de presse sur telle boîte, ok, et je les garde, je les mets dans la fiche du prospect de cette personne. Si par exemple j'ai Nike je veux contacter Nike, j'ai un prospect de Nike qui a un article sur lui qui est sorti, je le garde et j'utilise en fait dans ma prospection. d'accord. Après, j'ai 1 heure de préparation pour la journée pour savoir qui je vais contacter. Donc, je fais ça. Donc, généralement, c'est par poste. C'est soit des directeurs généraux, soit des directeurs de ressources humaines, des directeurs financiers, principalement. Et j'appelle par blog, justement, en fait, de ces postes-là. Après, j'essaie aussi si j'ai assez comme tu dis, si c'est par exemple des SaaS, donc des SaaS, des entreprises qui vendent des logiciels comme un service, bah, je vais me focus que sur ces boîtes-là et je vais les appeler pendant 1 heure. Donc après ça, après avoir préparé cette liste en fonction de ça, je, j'ai 1 heure d'appel sur la partie ouest des États-Unis, parce que justement, quand il est 10 heures ici, il est 8 heures en Californie, et justement, Ok, les gens commencent à arriver au boulot.
Et c'est le moment où justement il n'y a pas de secrétaire ou de réceptionniste qui vont te mettre des objections en fait quand tu veux les appeler. Donc 1 heure sur la partie ouest des États-Unis. Après, c'est 1 heure de LinkedIn. Donc justement, c'est commenter sur les posts de certains de mes prospects, euh, voir sur Twitter s'ils sont sur Twitter, et aussi leur envoyer des messages sur LinkedIn. Après ça, c'est 1 heure d'email. Pareil, je les programme pour qu'ils soient envoyés soit le soir, soit le matin, en fonction dans quel fuseau horaire ils sont. Et après, je vais manger. Après, quand je reviens, c'est re-email. Et après, les emails, c'est 1 heure d'appel. Et après, généralement, la dernière demi-heure dans la journée, c'est la préparation pour le jour suivant. Ok, Donc voilà. pas mal. Bah, tu vois, Et tu peux venir ça, travailler à Pop Chef. ça marche. Voilà. Bon, bah, du coup, on a fini pour ce podcast pour aujourd'hui. T'as quelque chose à rajouter, Sofiane? À rajouter pour être bon, pour être convaincant, il faut être convaincu. Voilà, c'est ma phrase que je répète toujours à, à, à mes sales. Je dis, si tu veux être un jour convaincant, il faut que toi-même tu sois convaincu. Euh, et je trouve que ça résume pas mal de choses en vrai. Dans la vie de tous les jours, j'aime beaucoup les exemples de la vie de tous les jours, c'est ce qui te permet d'avancer. Euh, c'est un métier qui est passionnant, dur, c'est plus du tout une voie de garage maintenant, comme on peut le voir avec ta description de ta journée. Il y a des vendeurs 2.0, il faut savoir manier pas mal d'outils, il faut être au courant de pas mal de choses, euh, il faut être proche de ses prospects, commenter. Euh, Enfin, tu vois, il y a vraiment maintenant le relationnel qui est entré en jeu, mais vraiment, le réseau est hyper important. Donc, ça permet de pouvoir s'élever sur pas mal de sujets. C'est plutôt hyper intéressant. Et bah, je pense que ce que tu fais, c'est plutôt pas mal pour donner envie à pas mal de personnes d'entrer dans ce corps de métier-là. Il y en a plusieurs. Et puis chacun peut trouver sa voie, son rythme, et ça te permet aussi de progresser sur plein d'aspects perso. Et si les gens aiment le sport, faut vraiment faire ce job-là, parce que moi je considère que euh, les meilleurs vendeurs, c'est comme un meilleur sportif. Tu répètes tes gammes tout le temps, c'est de l'entraînement en continu. Il faut être Nadal s'entraîne tout le temps, ben, le meilleur vendeur, c'est la même chose, et jusqu'à atteindre l'excellence et la performance que tu atteins pas vraiment parce que tu as toujours quelqu'un, un challenger qui te pousse derrière. Mais voilà, c'est plutôt un beau métier. Du coup, je t'encourage à continuer ce que tu fais. C'est Ok. très bien. Merci, Sofiane, et merci de nous avoir écoutés ou regardés. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!